c'est l'heure de votre magazine hebdomadaire Écho de l'école du communicateur qui va aujourd'hui essentiellement faire le point sur les discours du chef de l'État à la 77e Assemblée Générale de l'ONU. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune, a pointé du doigt le Rwanda comme le principal agresseur de la République démocratique du Congo. Oui, la réplique de Paul Kagame, aussi la médiation du président français Emmanuel Macron, qui a échangé avec le deux présidents pour essayer d'apporter la paix en République démocratique du Congo. On va essayer de réfléchir avec nos invités qui sont sur ce beau plateau de CML13 Télévision. Mandat d'arrêt provisoire contre Vili Echimanga, l'ancien conseiller du chef de l'État. On va aussi réfléchir là-dessus. L'opposition évoque un procès bien planifié et le compare à celui de Vital Kamerhe. L'opposition dit que c'est un procès où on connaît déjà la suite. Alors on va essayer de réfléchir avec nos invités. On va savoir si eux aussi ont ce même aperçu par rapport à l'opposition congolaise. Et sur ce plateau, je reçois pour vous Paul Tshisekedi. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue, Paul. Oui, bonjour Nathan, comment tu vas? Oui, ça va très très bien, et vous-même? En tout cas, merci, oui, ça va bien, ça va bien. Très bien, pour moi, c'est un réel plaisir pour moi de t'inviter et de te recevoir sur ce plateau. Moi, évidemment. Merci beaucoup. À ma gauche toujours, Peter Yamba, il est de l'UDPS. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir, et surtout que ça fait très longtemps. On m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne reçois plus Peter? C'est un problème, mais je vais rassurer quand même aux gens que je n'ai aucun problème avec Peter. Ouais, on est là. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup. À ma droite, lui, c'est le secrétaire général de l'école de communicateurs, Daniel Kitenge. Il est toujours présent. Bonjour et bienvenue à vous, secrétaire général. Bonjour Nathan Kianza. Et je salue le recteur de l'école de communicateurs, lui, François Kousekessa, là où il se trouve maintenant là. Et je salue tous les membres de l'école de communicateurs, mes co-débatteurs ainsi. Très bien, merci beaucoup. Très bien. L'autre, c'est Dominique Koué, il est analyste. Il va nous rejoindre tout de suite sur ce beau plateau de CML13 Télévision pour essayer de débattre sur des questions importantes de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, Paul Tshisekedi, vous avez la parole. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 77e Assemblée Générale de l'ONU, a pointé du doigt le Rwanda. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit ouvertement que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Il a aussi dit, il a demandé d'ailleurs au Rwanda de prouver où se trouverait le FDLR, parce que le Rwanda dit que c'est la RDC soutient le FDLR, et c'est pourquoi le chef de l'État a d'ailleurs posé la question de savoir où se trouverait le FDLR dans une partie du Rwanda, où se trouveraient les FDLR, parce que le chef de l'État voulait simplement dire que la RDC ne soutient en aucun cas le FDLR, ne soutient, je voulais dire, en aucun cas le FDLR contre le Rwanda. Alors, quelle lecture faites-vous du discours du chef de l'État de manière générale? En tout cas, Nathan, merci encore une fois de plus. En tout cas, le discours du chef de l'État, c'était vraiment un discours de haut niveau. Un discours de haut niveau. Un discours bien très attendu par les Congolais et satisfait. Très bien élaboré, en tout cas, si je peux dire. Parce que le chef de l'État n'a pas hésité de pointer du doigt, n'a pas hésité de mettre l'ennemi devant un fait accompli. Pourquoi? Parce que je dis ça. Le chef de l'État a cité bien le Rwanda comme le pays agresseur de la RDC. Le chef d'État n'a pas hésité de montrer à la face du monde le double jeu de la communauté internationale face plutôt à cette crise rwando-congolaise. Donc, le discours du chef de l'État, c'était un discours très bien, un discours motivant, donc qui nous a éveillés tous. Donc j'ose croire que nous, dans les jours prochains, nous allons voir comment Bunagana sera récupéré. Donc tout ça, ça fait partie des objets soulevés dans le discours du chef de l'État. Oui, très bien, merci beaucoup Paul Tshisekedi, mais certaines personnes disent qu'il fallait que le chef de l'État puisse également pointer du doigt la communauté internationale. Pourquoi? Parce que Antonio Guterres a d'ailleurs fait une sortie médiatique justement quelques heures avant l'ouverture de l'Assemblée Générale de l'ONU. Il fallait que le chef de l'État puisse en profiter pour pointer du doigt la communauté internationale. Je crois qu'il l'a fait, mais d'une manière très professionnelle. Très bien. Oui, le chef de l'État a fait cela, mais d'une manière un peu professionnelle. Donc, je crois bien, il a bien épinglé tout en disant que non, même si aujourd'hui la RDC est arrivée à rompre ses relations avec l'ONU,
Mais cela n'empêche que la RDC garde toujours ses acquaintances avec toute autre organisation internationale. Est-ce que vous pensez que le discours du chef de l'État pourrait cette fois-là apporter une solution vis-à-vis de la situation sécuritaire? Bien évidemment, parce que le chef n'a pas hésité de dire que non, cette fois-ci, lui et son peuple, nous allons faire tout quoi qu'il en coûte les prix. Donc, bientôt, Bunagana sera récupéré du Rég et la paix sera installée dans la partie est de la RDC. Très bien, merci beaucoup Paul Tshisekedi, il est proche de l'Union Sacrée. Daniel Kitenge, comment avez-vous de votre part reçu le discours du chef de l'État? Est-ce que c'est un discours satisfaisant selon vous, Daniel Kitenge? Merci beaucoup Nathan Kianza. Directement, je dirais que ces discours-là n'ont pas rencontré les aspirations du peuple congolais. Le discours n'a pas rencontré les aspirations du peuple congolais. Les réclamations énormes du peuple congolais. Démontrez-nous alors. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord revenir à ce que mon ami a essayé de dire ici. Sans problème. J'aimerais dire à Paul Tshisekedi, je ne sais pas si, parce que le nom, je ne sais pas s'il est de la famille du chef. Hein? Non, c'est pas simplement dans la famille du chef que vous direz le nom Tshisekedi. C'est un nom congolais, c'est un nom de Luba. Je sais. Déjà, il défend les régimes, ça se voit qu'il est du côté du régime. Il ne suffit pas de citer seulement le Rwanda. Parce qu'on peut beau citer le Rwanda, mais si en interne, il n'y a aucune action sérieuse contre le Rwanda, les cités ne servent absolument à rien. Je suis ravi que Tshisekedi aujourd'hui prend le courage de se tenir debout devant les gens pour citer nommément le Rwanda. Alors qu'en son temps, lorsque nous autres, nous dénonçons le Rwanda, Tshisekedi était contre la volonté du peuple. Tshisekedi cachait son frère Kagame. Pouvez-vous nous démontrer cela? S'il vous plaît. Pouvez-vous nous démontrer cela parce que moi, le monopole de la question est réservé qu'à moi. Je suis tenté de dire à mon ami qu'on est sur le plateau des CM13 télévision. On n'est pas sur le bois là où on répond comme ça. On attend. S'il vous plaît, du respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai jamais été sous le bois. S'il vous plaît. Allez-y, Daniel. Nous avons été sous le bois, nous sommes des combattants. Très bien. Lorsqu'il parlait, moi je m'étais tu. Voilà. Je n'ai pas. Allez-y. Je disais, lorsque nous autres dénonçons l'implication de Kagame, du Rwanda, Tshisekedi était contre son peuple, le peuple, contre son propre peuple. Tshisekedi ne voulait pas entendre parler de ça. Vous vous rappelez, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a contredit publiquement le porte-parole de l'armée. C'est lui qui est sur terrain pour fournir un rapport, parce qu'il est payé pour ça, pour fournir des rapports. Il fournit un rapport en disant que c'est le Rwanda, nous avons capturé le militaire rwandais sur le sol congolais. À son temps, le porte-parole a contredit officiellement le porte-parole de l'armée. Est-ce qu'on peut comprendre un gouvernement pareil, ou un porte-parole du gouvernement se réveille bon matin pour contredire les rapports fournis par l'armée? Non, mais vous savez, ce qui paraît normal, c'est qu'il devrait d'abord être en possession des informations. Il ne pouvait pas gober tout ce que pouvait dire le porte-parole de l'armée. C'est les services secrets et l'armée qui fournissent des informations au gouvernement. Parce que et qui sont sur terrain. Très bien. Vous envoyez des gens sur terrain pour récolter des informations et ces gens-là vous fournissent des informations, vous les contredisez publiquement. C'est ça le pouvoir de Tshisekedi, c'est le pouvoir de l'IDPS. Quand c'est un Étienne, mais on est quand même content de voir que Tshisekedi, pour une fois, il a pris quand même ce courage-là de citer le Rwanda. Mais nous voulons que Tshisekedi va plus loin. Il ne suffit pas seulement de citer, mais il faut qu'il pose des actions fortes contre le Rwanda. Par rapport à son discours, moi, j'aurais aimé voir un Félix Tshisekedi qui, au-delà d'évoquer le nom du Rwanda, nous donnait les pistes de solutions, par exemple, sur la position exacte de notre pays contre le Rwanda. Non, les solutions, mais vous n'avez pas vu le chef de l'État au Kenya, en Angola, pour trouver des solutions. Vous m'interrompez à tout moment. Non, mais je suis en train juste de vous relancer parce que vous avez évoqué au Kenya. Daniel, vous avez évoqué ici le piste des solutions. Tshisekedi est allé au Kenya, Tshisekedi est allé en Angola. Toute ce voie diplomatique que le chef de l'État essaye de mener, c'est pour trouver la paix. C'est ça la diplomatie qui a lamentablement échoué. Ça fait 100 jours aujourd'hui. 100 jours que Bunagana est toujours entre les mains de l'occupant. 100 jours. Et le chef de l'État se permet de s'adresser devant nous pour nous faire un chapelet de bonnes intentions, sans aucune piste de solution, sans aucune position officielle de notre pays face à l'armée, face au Rwanda. Moi, j'aurais aimé voir Tshisekedi sortir de sa peau pour
par exemple, rencontrer les dires de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU récemment ici a dit publiquement que... Antonio Guterres. A dit publiquement que l'ONU n'avait pas de moyens pour aider le Congo. Mais Tshisekedi se permet encore de demander à ces gens de l'aide. Moi, je ne vois pas pourquoi Tshisekedi, dans son discours, va encore solliciter de l'aide de l'ONU. Pourtant, l'ONU a été tellement claire. L'ONU nous renvoie aux négociations, des choses que nous avons essayé depuis lors et ça n'a jamais marché. Est-ce que c'est une stratégie pour le chef de l'État de leur mettre devant un fait accompli? Non, Nathan, ce n'est pas une stratégie. Tshisekedi n'a pas une stratégie efficace sur le plan de l'armée pour contrer le plan de Bunagana. C'est là où nous attendons Tshisekedi. On n'attend pas à demander de l'aide à l'ONU, mais à poser des actions fortes sur le plan interne pour éradiquer totalement cette guerre. Très bien, merci beaucoup. L'ONU a officiellement déclaré, avant que Tshisekedi prenne parole, l'ONU avait déjà dit qu'ils n'ont pas de moyens pour affronter M23. On ne peut plus compter sur ces gens-là. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Alors, Peter Yambayamba, comment avez-vous reçu le message du chef de l'État à la tribune des Nations Unies? Est-ce que ce discours a-t-il satisfait l'attente de la population? Parce qu'on s'entendait à un discours musclé de la part du chef de l'État et surtout que ça a coïncidé juste après la sortie médiatique du secrétaire général de l'ONU qui a dit ouvertement que le M23 a des dispositifs militaires performants par rapport à ce que détiennent la MONUSCO. Est-ce que le chef de l'État pouvait aller au-delà de son discours pour essayer de mettre en nu la responsabilité justement de la communauté internationale au cours de son discours? Oui, avant de venir à vos questions, je tiens d'abord à donner mes très sincères condoléances au recteur Louis-France Kouziki des communications, Louis-France Kouziki, ainsi qu'à toute la famille CML13. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord revenir sur ce que mon ami a dit. Déjà, il faut savoir minimiser sous les bois, sous les arbres de l'UDPS. Très bien, apparemment ça vous choque. Hein? Non, ça ne nous choque pas, mais c'est juste quand on parle sous les bois, sous les arbres de l'UDPS, minimiser le travail que les combattants, nous, avions fait pour ces pays, pour qu'il y ait démocratie aujourd'hui, pour qu'il y ait cette alternance pacifique. Pour qu'il y ait une démocratie. Aujourd'hui, oui. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a démocratie dans ce pays? Il y a une très forte avancée démocratique dans ces pays grâce au efforts du chef de l'État. Apparemment, ceux du pouvoir ne sont pas tolérants. Lorsqu'on s'attaque au chef de l'État, on critique justement sa gestion. On se dit, on est en face de ceux-là qui peuvent vous attaquer à tout moment. Non, il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Même dans les démocraties les plus pures, quand vous dépassez vos bornes, vous dépassez vos limites, il faut savoir que c'est ça aussi l'état des droits. Quand la justice vous interpelle après avoir commis une infraction, c'est ça la démocratie. Très bien. C'est que l'opposition, peut-être que ce sont des douleurs d'enfantement, notre opposition actuelle ne maîtrise vraiment pas les normes de l'opposition de la démocratie. Nous avions fait 37 ans. Très bien. Sous le bois, 37 ans sous le bois. 37 ans sous le bois. Vous l'avez mérité. Oui, nous l'avions mérité. C'est pour ça que vous voyez ces avancées significatives démocratiques que nous avons aujourd'hui. Allez-y, à l'essentiel, Peter Yambayamba. Oui, le discours du chef de l'État, je tiens à saluer le patriotisme du chef de l'État. Je sens en lui le souci, comme j'ai toujours dit sur votre plateau, le souci du chef de l'État, une volonté très volontariste de pouvoir finir avec cette guerre. Aujourd'hui, il montre à la face du monde que nous sommes agressés par les Rwandais. Oui, c'est vrai qu'il dit qu'il devait donner des pistes de solutions et tout comme ça, mais tout ce que le président est en train de faire ici, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur du pays pour essayer d'éradiquer cette guerre, ce sont là des pistes de solutions que le président est en train de donner. Il ne faut pas oublier que les Nations Unies, les grandes puissances internationales ont essayé de saucissonner les Congo. Il y a déjà une carte, le complot a déjà été établi. Ils essayent de balkaniser la République démocratique du Congo. Quand le secrétaire général de l'ONU dit que le M23, que les rebelles, que les terroristes ont un fort dispositif militaire plus que celui de l'ONU. Vous comprenez déjà qu'aucune armée au monde ne peut être plus que l'ONU. Parce que l'ONU, c'est l'ensemble de toutes ces grandes puissances. Voilà un peu. Vous comprenez déjà qu'il y a un complot. Il y a un complot Kagame, mais c'est juste quelqu'un qu'on a mis devant sur la scène. Ils peuvent aussi l'éliminer, l'écarter pour mettre quelqu'un d'autre. Nous, peuple congolais, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un temps de distraction. Nous devons se réunir, s'unir ensemble pour essayer
savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, Peter, face à cette hypocrisie que vous avez décriée ici, quel discours que le chef de l'État pouvait, encore une fois, tenir devant ce genre? Parce que c'est vrai, il a dénoncé la complicité du Rwanda, mais est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas aller au-delà par rapport justement à la sortie médiatique du secrétaire général de l'ONU? Non, mais le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est déjà un panafricaniste. C'est quelqu'un de très diplomate aussi, j'allais préciser. C'est quelqu'un de très diplomate, il connaît les enjeux, il connaît les jeux, les joueurs. Donc il sait que nous, ce qu'il doit faire en interne, c'est essayer de former nos militaires, c'est essayer de leur mettre au combat. Parce qu'on ne doit toujours pas compter sur l'ONU. C'est pour ça qu'il ne s'est même pas intéressé à ce que le secrétaire général de l'ONU a dit dernièrement. Non, mais est-ce que cela n'a pas coïncidé justement avec leur échange? Parce qu'ils ont échangé quelques heures avant le discours du chef de l'État. Est-ce qu'ils n'ont pas discuté sur cette question pour que le chef de l'État n'en parle pas? Pour comprendre que le complot n'est pas que régional, ni sous-régional d'ailleurs. Le complot dépasse nos limites même africains. Pourquoi? Parce que même si vous suivez le discours même du président de l'UIA, le président Macky Sall, qui n'a même pas cité la République démocratique du Congo, pourtant il parle de la guerre en Ukraine et tout comme ça, il cite d'autres guerres, mais il cite pas les Congo. Pourquoi? Parce que même eux sont téléguidés par les Occidentaux. Vous comprenez un peu. Le complot n'est pas sous-régional, ni régional, ni même africain. Il y a des grandes puissances qui sont derrière cela. Donc le chef de l'État, connaissant tout ça, il sait à quel moment il doit citer, à quel moment, quel discours il doit faire devant ces gens. Très bien, merci beaucoup Peter Yambayamba. Paul Tshisekedi, aujourd'hui, Peter d'ailleurs a décrié l'hypocrisie de la communauté internationale, et notamment surtout, c'était inquiétant de constater que le président de l'Union africaine, au cours de son discours, n'ait pas cité la République démocratique du Congo, qui a un problème avec le Rwanda, où on compte de morts chaque jour. Il cite la guerre de l'Ukraine, qui est d'ailleurs très loin par rapport à l'Afrique. Il ne veut pas forcément citer la guerre ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que cette hypocrisie a dépassé les limites? Est-ce que la RDC ne peut pas prendre de mesures pour essayer de se dire, voilà, nous sommes en face de deux hypocrites, prenons des dispositions pour essayer de combattre l'ennemi? Je crois que les dispositions ont été prises par les chefs de l'État. Ce sont des stratégies. Je vous ai toujours dit, en économie, il y a ce qu'on appelle des politiques discrétionnaires. C'est quoi des politiques discrétionnaires? Ce sont des politiques qui sont utilisées par les autorités monétaires. Pourquoi? Pour essayer de ne... pour essayer de ne pas annoncer une stratégie qu'elle peut utiliser. Si je peux faire... C'est la même stratégie que le chef de l'État utilise bien évidemment, pour la guerre. Évidemment. Tshisekedi a ses stratégies. Tshisekedi ne peut pas venir dévoiler toutes les stratégies. Autant que nous avions des barbouzes dans cette république. Il y a des espions dans cette république. Si on va dans l'armée, il y a des espions. Partout, on remarque qu'il y a des espions. À ce moment-là, ce sont des stratégies qu'il va utiliser. Quand bien même, il ne va pas nous annoncer cela. Il va garder cela jusqu'au moment opportun. On a constaté l'hypocrisie de la communauté internationale. On a vu Macky Sall. Macky Sall n'a pas voulu citer la RDC, surtout dans cette crise. Bon, on comprend Macky Sall, c'est un patin de Français, c'est un patin des Européens. Allez-y comprendre. Nous ne sommes pas la seule nation où nous allons voir l'hypocrisie de la communauté internationale. Si vous allez en Mali, vous allez retrouver la même situation, non? N'est-ce pas? Ouais. Alors, je vous dis, Tshisekedi, c'est un stratège. Bientôt, il y aura des choses, je vous rassure, Bunagana sera récupéré, la paix sera installée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, Paul Tshisekedi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit que le M23 a une armée, a des armes lourdes. C'est presque le même propos du porte-parole de la MONUSCO ici en RDC, qui a été expulsé juste après avoir tenu ce même propos. Est-ce que vous pensez que la déclaration, bien sûr, du secrétaire général de l'ONU fera en sorte que la RDC puisse prendre des décisions imposantes pour faire partir la MONUSCO de notre pays? Je crois que le président l'a bien souligné. Il a dit, aujourd'hui, s'il arrivait de rompre des relations avec la MONUSCO... Aujourd'hui, s'il arrivait? Évidemment, s'il arrivait... C'est au conditionnel, non? Voilà. S'il arrivait de rompre les relations avec la communauté internationale, cela n'empêche que le RDC garde toujours ses acquaintances avec toute autre organisation internationale. Je pense que si vous vous rappelez quand même de ce qui s'est passé en 1966 jusqu'en 1978 avec l'invention de militaires et le gendarme à Katanga, allez-y comprendre que non.
les Occidentaux, les grandes puissances n'ont jamais voulu que la RDC soit une puissance développée ou soit un pays développé. Allez-y comprendre comment est-ce que les Angolais ont envahi Kinshasa. Comment Tshombe est arrivé à vouloir demander la sécession katangaise. Donc tout ça, il faudrait que l'homme congolais élève son sens critique pour comprendre que non, il est temps que les Congolais se mobilisent pour dire non. Voilà que nous sommes face à un président qui est un nationaliste, qui veut bien changer les choses, et j'ose croire que non, nous allons changer les choses et nous allons y arriver pleinement. Alors, la mutualisation de forces avec les UPDF de l'Ouganda, les forces régionales, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui opportun que ces forces régionales viennent en République démocratique du Congo aussi longtemps que la guerre ne prend pas fin, et surtout que la mutualisation de forces, on n'a pas de précision là-dessus. Avec l'état de siège, on se dit 3 mois, Bounaganda entre le main de rebelles. Est-ce que vous pensez que c'est opportun aujourd'hui et que la RDC continue dans cette logique de pouvoir travailler avec mutualisation de forces, avec les forces régionales africaines pour soutenir le FRDC à l'est du pays? Je crois qu'en février 2022, Kagame s'est plaint. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fallait regrouper pour former la force de mutualisation, Kagame s'est plaint. Il a remarqué que non, les Rwandais étaient écartés, n'est-ce pas? Les Rwandais étaient écartés parce que les Rwandais ne faisaient pas partie de ce groupe-là. Alors, le chef d'État a tenté par toutes les voies possibles pour essayer de maintenir la paix. Et j'ose croire que non, aujourd'hui, toutes les stratégies seront toujours utilisées. Et cette mutualisation des forces pour essayer de maintenir la paix en République démocratique du Congo serait aussi l'une des stratégies pour essayer de faire avancer les choses. Très bien, merci beaucoup Paul Tshisekedi. Daniel Kitenge, analysons toujours le discours du chef de l'État, et c'est lui d'ailleurs, du secrétaire général de l'ONU, qui a ouvert une brèche. Daniel Kitenge, le secrétaire général de l'ONU, appelle le Rwanda, l'Ouganda, la RDC de pouvoir négocier encore une fois. Est-ce que cela n'ouvre pas la porte à une autre négociation, parce que celle du Kenya, de l'Angola n'a pas encore abouti? Est-ce que cela ouvre encore une autre porte pour une négociation? Et surtout, il faut le rappeler que le président français Emmanuel Macron a essayé de changer avec les deux présidents pour qu'ils trouvent une solution. Est-ce que vous pensez qu'on ira de négociation en négociation sans trouver une solution? Merci beaucoup Nathan. Cela fait partie exactement du complot qui a toujours eu lieu depuis la nuit des temps. Vous vous rappelez, dans notre pays, ici, il y a eu tellement de négociations, des accords, jusqu'à preuve du contraire, rien ne marche. Pourquoi? Parce que dans chaque accord, les gens ne mettent pas en pratique ce qui se discute, les gens ne mettent pas en pratique les décisions qu'ils prennent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'intérêt ou les intérêts de chaque pays qui priment. Donc chacun vient autour de la table pour ses propres intérêts. Aucun pays de la sous-région ne viendra discuter avec le Congo pour les intérêts des Congolais. Non, on ne peut pas continuer à aller dans cette voie-là. Je l'ai dit au début ici, que le secrétaire général de l'ONU nous a renvoyé dans ce que nous avons déjà eu à faire, en disant qu'ils n'ont pas de moyens. Il nous a renvoyé encore dans les négociations qui vont certainement aboutir. Parce que selon l'ONU, l'ONU veut que les Congos puissent répondre essentiellement aux réclamations des M23. Que veut les M23? C'est qu'on puisse réinsérer certains des militaires des M23 dans l'armée congolaise. Qui ont signé ces accords-là? Tshisekedi a continué dans cette voie-là. Il pouvait stopper. Vous avez de preuves? S'il vous plaît. Allez-y, Daniel. Parce que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé Kabila qui ne voulait plus de la MONUSCO, mais Tshisekedi a continué avec la MONUSCO. Il a trouvé les relations entre le Congo et le Rwanda, ce n'était pas au beau fixe, mais Tshisekedi qui a renoué les relations en allant appeler Kagame, c'est son frère. Je pense que vous connaissez au moins ça. Donc ce n'est pas ce que Tshisekedi a hérité, mais ce que Tshisekedi lui-même a eu à provoquer ou à engendrer depuis qu'il est au pouvoir. Parce que c'est lui qui a eu à... Ce n'est pas le régime passé qui est parti négocier la feuille de route qu'on avait signée à Luanda. C'est Tshisekedi. Ce n'est pas le régime passé qui avait négocié avec tous ces gens-là. C'est le régime actuel. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui, généralement, c'est ce que le régime a eu à produire. C'est la naïveté du régime, c'est lui qui nous dirige, parce qu'il ne pouvait pas continuer, comment je peux dire, il ne pouvait pas venir ici, nous remettre
dans la route qui était déjà cassée, la route qui ne nous a menés essentiellement à nulle part. Mais c'est lui qui nous a ramenés dans cette route-là. Donc, ne cherchons pas à parler du régime passé. Nous parlons de ce qui s'est fait aujourd'hui et de ce qui s'est fait maintenant là. Parce que l'M23, c'est maintenant. Le régime passé avait défait l'M23. C'est maintenant que nous parlons de l'M23. Daniel, vous pensez que la médiation du président français pourrait nous amener à trouver une solution? Nathan Kianza. Le président français, parlons d'abord de Macron. Du haut de la tribune, il n'a pas évoqué, il n'a même pas évoqué, il n'a pas fait mention de cette crise-là. Il n'en parle pas. Parce que si cela intéressait le monde, on allait quand même comprendre que les puissances, les grandes puissances puissent intervenir, peut-être placer un mot par rapport à cette crise. Mais personne n'en parle. Vous avez parlé de Macky Sall qui n'a pas fait mention même de cette crise qui est sur le plan interne. Également Emmanuel Macron. Est-ce que Félix Tshisekedi ne comprend pas que même ceux-là qui viennent avec ces médiations n'ont pas cette bonne volonté? Et surtout, il faut le rappeler que Emmanuel Macron n'a pas parlé de la guerre de l'Est. Il faut rappeler que quand Tshisekedi parle de sa bonne volonté, tu sais, la société internationale, parce que Tshisekedi a l'habitude de confondre généralement la communauté internationale qui est le vivre ensemble et les notions de la société internationale. La société internationale, ça fait allusion aux intérêts des pays ou les intérêts des États. On ne peut pas venir comme chef de l'État pour dire que non, j'avais la bonne volonté d'œuvrer avec les autres, mais ils m'ont trahi. Mais non, mais on s'en fout de votre bonne volonté. Merci beaucoup. Nathan, je suis face à deux personnes qui... S'il vous plaît, ne vous plaignez. Aidez-moi à prendre un peu quand même le temps pour essayer de parler. Vous avez le temps. Je dois répondre à deux personnes. Allez-y, vous avez le temps. Vous avez le temps. Donc, on s'en fout essentiellement de votre bonne volonté. Les intérêts passent par-dessus tout. Si Kagame nous fout la merde aujourd'hui, c'est parce qu'il cherche les intérêts du Rwanda. Tshisekedi devait réagir de la même manière. Tu ne peux pas réagir en diplomatie à un pays qui te fait la guerre. Mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Parce que le Rwanda a montré publiquement qu'il voulait nous faire la guerre. Mais Tshisekedi est venu non chercher à négocier. Mais tu vas négocier jusqu'à quand? Très bien. Jusqu'à quand vous allez négocier? Merci. Hein? Ça démontre aussi la faiblesse de cette diplomatie que nous avons. Quand un président, parce que j'ai entendu mon ami ici l'appeler pantin, mais monsieur, je te rappelle que Tshisekedi a encore encouragé l'ONU à soutenir la médiation de Lorenzo et de Kenyatta. Mais qui avait initié ces démarches-là? C'est les pantins que tu traites des pantins. C'est lui qui avait délégué Lorenzo et Kenyatta pour nous offrir les bons offices, pour faire la médiation entre les Congo et les autres pays. Donc, tu appelles la personne que tu appelles pantin, ton président Tshisekedi renvoie, se réfère encore à ces gens-là. Merci beaucoup, Daniel. Et vous référez toujours à ces pantins-là. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel. Nous voulons voir la position claire. Il faut répondre d'une manière militaire à ces groupes de M23. Parce que le voie diplomatique ne nous amènera absolument rien. Merci beaucoup, Daniel. Lorsqu'on veut négocier, sur la table de négociation, chaque membre qui compose cette table de négociation, la chasse, ça part du gâteau. Merci chasse beaucoup. À avoir merci Daniel. Très bien. Les intérêts de M23 ne seront pas respectés par les Congolais. Ils ne vont pas se retirer dans le Congo, doivent s'assumer pour foutre ces gens-là dehors avec une option militaire. Très pas bien. une option diplomatique. Merci beaucoup Daniel Kitenge. Voilà, ça chauffe déjà. Voilà, ce sont des Congolais qui réfléchissent, ce sont de jeunes qui réfléchissent pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et ça vaut la peine cette émission. Alors, Peter Yamba, la médiation de Emmanuel Macron, le président français, est-ce que vous pensez qu'il est sincère? Parce qu'au cours de son discours, on n'a pas entendu le président français citer la guerre de l'Est, mais il est là, il a appelé les deux présidents pour essayer d'échanger avec eux, pour que la paix revienne à l'Est du pays. Est-ce que vous pensez que cette médiation serait sincère vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous pensez que cette médiation est-elle importante? Parce qu'il y a eu beaucoup de négociations, notamment les assises de Kenya, de Luanda, qui n'a pas encore abouti. Est-ce que vous pensez que c'est aussi important de pouvoir négocier? Et jusqu'où allons-nous négocier avec le Rwanda? Vous savez, cette guerre à l'Est, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde en sait, mais personne n'en parle. On sait tous que ce sont des puissances occidentales qui sont derrière, que ce soit les M23, l'FDLR, que tous les groupes terroristes qui se trouvent à l'est du pays. Ce sont des puissances occidentales qui sont derrière cette guerre-là. Donc déjà la médiation du président français, pour moi,
Je trouve que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Il est juste venu peut-être pour prendre 2 ou 3 photos pour montrer à la face du monde que non, ils sont là et tout. C'est comme mon ami l'a dit, il était là. Ils ont parlé de la guerre, la Russie contre l'Ukraine, mais ils n'ont même pas cité. Ils n'ont pas cité les Congos dans leur discours. Aucun président, que ce soit un président africain ou un président européen, que ce soit américain, aucun président n'a cité les Congos. Pour eux, tout va bien, on se la coule douce ici, qu'il n'y a pas de guerre. Je voudrais préciser un truc. Vous savez, nous sommes dans un moment très crucial de notre histoire. Si nous devons toujours rester dans des querelles politiques, en se basant plus sur nos casquettes politiques, je crois que l'avenir, nos enfants, nos petits-fils souffriront encore plus que nous. Parce que nous sommes dans un moment où le Congo devient un centre des jeux. Vous voyez que ce soit des Français, des Belges, tous ces pays européens là sont en crise aujourd'hui. Et le Congo détient au moins un tiers de minerais stratégiques qui se trouvent qu'au Congo. Donc le Congo devient un pays très stratégique. On ne voudrait pas d'un président nationaliste, un président patriotique, un président panafricain. Non, ils ne veulent pas de ça. Eux, ils veulent saucissonner les pays. Ils veulent que la partie est du pays reste comme ça, en guerre, ou soit on balkanise pour qu'ils aient le contrôle à 100%. Donc déjà, avoir une médiation avec un président français que nous connaissons tous, que la France est derrière tous ces massacres qui se font là-bas. Donc je trouve que c'est un non-événement. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est un non-événement. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas aussi, lui, compris que c'est un non-événement? Non, mais Félix Tshisekedi, c'est un président de la République. Est-ce qu'il est prêt à accepter toute la médiation? Mais est-ce qu'il ne peut pas aussi se dire, je constate que le président Macron n'est pas sincère, je ne veux pas négocier. Non, mais le président Félix Tshisekedi n'est pas juste là pour des négociations. En même temps, il est en train de négocier, en même temps, il est en train de former l'armée. Parce que c'est comme le secrétaire général de l'ONU a dit dernièrement. C'est vrai ce qu'il a dit. Kabila, à l'époque de Kabila, il y avait la guerre à tout moment. On n'a pas eu à gagner cette guerre. Le président de la République est en train en même temps de négocier, en même temps de préparer l'armée. C'est ce qu'il est en train de faire. Quand nous allons nous sentir forts, et c'est à ces moments-là que nous pourrons maintenant sortir nos griffes. Mais pour l'instant, ce qu'on doit faire, on doit au moins structurer notre armée. C'est ce ça commence à se faire, même des arrestations au sein de l'armée, la structuration. C'est ce que le président est en train de faire. Mais si nous pouvons gagner cette guerre sans combattre aussi, de manière diplomatique, oui, c'est aussi bon. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Je suivis d'ailleurs une analyse d'un ami qui dit voir l'attitude du chef de l'État lorsqu'il était en train de faire son discours, et puis cette photo avec Emmanuel Macron, on se dit comme si le chef de l'État n'avait pas besoin, en tout cas, n'était pas content de pouvoir échanger avec Emmanuel Macron et avec Paul Kagame via Emmanuel Macron. C'est comme si on l'a poussé de pouvoir échanger. Est-ce que vous n'avez pas fait une lecture par rapport au visage du chef de l'État qui démontre qu'il n'est pas content de pouvoir échanger avec Paul Kagame? Donc déjà moi je peux pas discuter ou spéculer sur son visage, son humeur ou quoi que ce soit. Non, parce que partant de son discours, vous sentez le chef de l'État était vraiment un tout petit peu énervé lorsqu'il était en train de tenir son discours. Mais Paul Kagame, et cette photo qui dit aussi beaucoup par rapport au visage du chef de l'État. Paul Kagame, c'est un pion des Blancs, c'est un pion de l'Occident. Paul Kagame, c'est un pion stratégique placé dans un coin très stratégique en Afrique. Donc Paul Kagame, les Blancs ne voudront pas à ce que Kagame ait des problèmes avec Félix. Ils ne voudront pas cela. Ils veulent à tout prix qu'il parle, qu'il négocie, mais eux, ils continuent toujours à piller notre... Alors, quelle position que le chef de l'État doit prendre aujourd'hui vis-à-vis de cette situation? Parce que des négociations en négociation, c'est vrai, mais quelle position que le pays doit prendre aujourd'hui? Est-ce qu'il faut renforcer l'armée, équiper l'armée, surtout que l'embargo nous inquiète aussi? Quelle position, quelle solution que le chef de l'État doit prendre cette fois-ci? Oui, le chef de l'État est en train de travailler dans tous les 3 secteurs, que ce soit de manière politique, diplomatique et la guerre aussi. La diplomatie, c'est vrai, mais on s'inquiète parce que ça ne donne pas de fruits. 3 mois, Bunagana entre le mai de 1-23. Les enfants n'ont pas encore repris le cours, Peter. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, nous avons déjà l'embargo, on ne peut pas acheter des armes et tout consort. Et les M23 a des dispositifs un peu plus efficaces que nous. Est-ce que c'est pas une manière de nous faire peur, ça? Non, c'est pas question de nous faire peur. C'est pas question de nous faire peur. Vous pouvez demander. Non, vous pouvez demander aux gens qui ont dirigé avant Félix, ils vous les diront.
C'est pas une manière de nous faire peur. Mais les chefs de l'État sont en train de négocier de toutes ces manières. Je crois que d'ici là, il y aura des solutions. Très bien, merci beaucoup. Mais au moins, si nous voyons aujourd'hui l'ampleur que cette guerre a aujourd'hui, nous pouvons savoir et avoir une lueur d'espoir que ça va finir. Très bien, il faut avoir lueur d'espoir que ça va finir, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas dans une église, nous sommes en politique. Il faut imposer sa force. Paul Tshisekedi, est-ce que vous pensez que l'État congolais doit cette fois-ci prendre des décisions imposantes? Parce que l'opposition, notamment Adolphe Muzito, qui a salué le discours de Félix Tshisekedi, mais s'appuie sur sa proposition et dit que la RDC doit faire automatiquement la guerre contre le Rwanda. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la seule décision, la seule solution que nous avons pour mettre fin à cette guerre? Oui, je crois que je dois d'abord féliciter mon Muzito. Muzito, c'est un opposant. Je dois les féliciter parce que... Vous les félicitez parce qu'ils soutiennent... Non, laissez-moi y arriver. Non. Très bien. C'est ça vraiment la vraie opposition. On fait l'opposition contre un régime, mais on ne fait pas l'opposition contre le gouvernement. Voilà. Donc je pense que la RDC va bientôt mettre toutes les stratégies en place pour essayer d'éradiquer les groupes armés à l'est à l'est de son pays, allais-je dire. Donc cher Nathan, je veux vous dire que non, ce pays a été, depuis sa jeunesse, elle a été combattue, elle a vécu des moments très très difficiles. En tout cas, je veux vous dire, je reviens pour dire à mon ami que non, ces pays, ces gens-là qu'ils soutiennent, je ne sais pas où les Kabylie, ils ont vendu ces pays il y a très très longtemps. Alors, Tshisekedi est venu, il a trouvé tellement de choses donc des choses inexplicables, allais-je dire. Donc, allez-y comprendre que non, toutes les politiques, toutes les stratégies qu'il est en train d'utiliser pour essayer de maintenir la paix dans la partie est de la RDC va bientôt produire des effets positifs pour essayer de maintenir la partie dans toute la République démocratique du Congo. Donc, c'est ça quand même, la manière dont Tshisekedi est en train de procéder pour essayer de mettre tout cela, pour essayer de tout calmer et mettre tout au serein. Et la guerre, est-ce que cette option est importante aujourd'hui? La guerre, mais je crois bien, oui, on doit faire la guerre parce que je vois nos généraux, nos colonels et tout consorts, ils sont en train d'être mobilisés pour ça. Je crois que bientôt, la RDC va lancer la guerre contre les Rwandais. C'est là un langage que toutes les stratégies de l'armée et le président de la République et tout consort. Merci beaucoup, Paul Tshisekedi. Alors, Daniel Kitenge, est-ce que vous pensez que la seule solution aujourd'hui, au-delà de la diplomatie du chef de l'État, au-delà de différentes médiations de différents présidents, est-ce que vous pensez que la seule solution aujourd'hui, c'est la guerre contre le Rwanda? Nathan, nous avons eu à dire ça plus d'une fois ici. On l'a dit plus d'une fois ici que l'option diplomatique du président de la République avait lamentablement échoué. Parce qu'il y a eu plusieurs accords, il y a eu des feuilles de route, il y a eu des déclarations, il y a eu des communiqués, entre chefs d'État, mais ça n'a jamais engendré de fruits, ça n'a jamais donné des résultats, des résultats adéquats. Lorsque vous essayez la voie diplomatique et que ça échoue, mais il faut tenter autre chose. Parfois, il faut que Tshisekedi enlève un peu la paix, parce que j'ai comme l'impression que Tshisekedi a peur du Rwanda. Il a toujours fait preuve d'une faiblesse énorme face au Rwanda. Il a toujours peur du Rwanda. C'est ça. Tshisekedi n'a jamais été... S'il vous plaît. Je peux parler tranquillement. Allez-y. J'ai comme l'impression il a l'habitude de déranger. Je ne dérange pas. S'il vous plaît, Paul Tshisekedi, je vous ai tenu les gants, s'il vous plaît. Vous allez réagir, s'il vous plaît. On a essayé l'option diplomatique, mais ça n'a pas donné de fruits. Il faut tenter autre chose. Attends. On parle du patriotisme, que Tshisekedi est un patriotique, c'est un homme patriote, c'est un patriote. C'est Peter qui essaie de l'épingler ici, mais moi j'aimerais rappeler à Peter. C'est un nationaliste. J'aimerais rappeler à Peter Yambayamba que lorsque un patriote dans ce pays s'était levé devant les Nations Unies, dans cette même tribune, il a dit des vérités comme ça aux Blancs. À l'époque, Tshisekedi, sous dictat de ces gens-là, avait fait de cette personne-là un homme à battre. C'est qui cette personne? Il s'agit de Maître Pascal Nyamuyumba. Il a dénoncé la complicité de la communauté internationale. Maître Pascal Nyamuyumba. Les trafics qui se font à l'Est. Il a étayé. C'était au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Il a dit tout ça comme ça. Mais Tshisekedi, à l'époque, n'avait pas fait. Tshisekedi avait fait de lui un homme à battre. On a fait de lui un homme à battre. Un patriote,
un homme qui est patriote, un président patriote, mais qui chasse un homme qui se comporte en patriote. Vous pensez que Tshisekedi devrait se comporter comme Maître Pascal Nyembo, qui n'a pas eu peur devant ces grandes puissances. Il a dit ouvertement que c'est vous qui soutenez le Rwanda. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi devrait se comporter? Si vous suivez les discours de Maître Pascal Nyembo, vous suivez les discours de Tshisekedi, vous allez vous demander c'est qui les présidents de la RDC. Oh. Parce que l'un a osé dire la vérité, l'un a osé dénoncer. Mais nous avons un président qui va devant les Nations Unies pour se comporter en faiblard, avec beaucoup de plaintes, en demandant, il est allé plus loin en demander au Conseil de distribuer les rapports. Vous comprenez? Est-ce que distribuer les rapports peut vraiment apporter une solution? D'autant plus qu'on nous a vanté la diplomatie agissante ici, mais devant la guerre, on n'a aucun allié. C'est ça la diplomatie. Parce que la force de la diplomatie, ça reste aussi dans ça. Avoir des alliés qui vont vous aider lorsque vous allez en guerre. Mais aujourd'hui, merci Daniel. Qui va se très bien, merci beaucoup. C'est ça le problème maintenant. Alors, il nous a rejoint. C'est Denis Koué, l'analyste indépendant. Bonjour et bienvenue à vous, Denis. Bonjour, cher journaliste Nathan. Je présente d'abord l'excuse pour le retard. Pas de souci, pas de souci. Nous savons qu'ici à Kinshasa, la ville est maintenant invivable. Très bien. Des embouteillages partout, mais je m'excuse beaucoup. Très bien. Alors vous avez la parole. Nous parlons ici du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Quelle lecture avez-vous de la sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que vous pensez que ça a vraiment atteint l'attente de la population congolaise de manière générale? Si je dirais... Si je dois faire une étude discursive du discours du président de la République, je dirais sur la forme, le président n'a pas dit de mauvais. Je dirais aussi ce que monsieur le président de la République a dit, ce n'est pas inédit. Ce sont des discours qu'on rencontre, qu'on parle de ça il y a plus de 20 ans. Et les Nations Unies savent qu'en RDC, il y a de massacres, de tueries et de carnages. Alors, si je peux mettre mon idée, je dirais ceci. Ça ne sert à rien pour le moment de nous contenter des discours improductifs. Parce qu'on a beau faire des discours dans ces pays, les Nations Unies savent. Et puis je dirais même Bintou Keïta, la représentante de la MONUSCO et le secrétaire général Antonio Guterres. Les gens qui disent que le groupe terroriste de M23 ont de matériel que même la MONUSCO ne peut pas faire face. Alors ces genres de personnes-là, est-ce que ce sont des personnes que nous, Congolais, nous pouvons encore donner vraiment du crédit, nous pouvons espérer en eux? Je dirais non. Mon frère Nathan, même lui-même le président de la République, si je peux dire là où il a dit dans son discours, il a dit ceci. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'Est, plusieurs accords ont été signés avec des groupes armés et même avec le voisin, ainsi de suite. Alors, nous devons et nous voulons une paix pérenne, une paix qui peut durer pendant longtemps. Mais comment nous pouvons avoir la paix en RDC tandis que nous négocions toujours en état de faiblesse? L'État, nous négocions en état de faiblesse. En état de faiblesse. L'État a pour devoir le bien-être, l'éducation, la liberté et la sécurité. Lorsque la sécurité du peuple n'est pas bonne, je dirais que l'État est démissionnaire. Il n'y a pas le temps en RDC. Et vous avez besoin que Félix Tshisekedi puisse démissionner. Je ne dis pas de ça. Lorsque nous condamnons la politique. Qu'est-ce que M. Tshisekedi a apporté? Une politique qui a apporté pour la RDC. Je peux dire ceci, M. Nathan. Le respect s'impose. Nous devons apprendre aux autres de respecter la RDC. Moi, je me vois vraiment très faiblard. La RDC, lorsque nous n'arrivons même pas à démanteler les terroristes. Il y a plus de 3 mois, Bunagana est sous le main de M23, mais nous sommes là en train de pleurnicher. Nous allons demander, je dis, l'Organisation des Nations Unies, tous ces gens que vous voyez là, ils sont là pour leurs intérêts. La RDC est convoitisée par ses richesses. M. Tshisekedi a dit ça. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, Denis, je vous relance. Paul Kagame, au cours de son discours, il n'a pas fait mention de la guerre de l'Est, mais on l'a vu, s'il vous plaît, on l'a vu face à ces deux présidents en train d'échanger avec eux.
Est-ce que vous pensez que cette médiation est-elle sérieuse? Là, je dirais, c'est une façon, ce sont des embryamini, je dirais. Parce qu'on a beau faire des discours, on a beau faire des alliances, on a déjà tout fait, ça a engendré une souris. Alors, je me demande... Ça a engendré une souris? Oui, si nous sommes un pays qui se respecte, nous devons avoir une armée dissuasive, nous devons avoir une diplomatie agissante, pas une diplomatie agissante. Conseil du chef de l'État. Non, je dis une diplomatie agissante. Parce que nous devons négocier en état de force. La diplomatie du chef de l'État n'est pas agissante? Bon, je ne dis pas ça, je dis en cas, bon, si je peux dire, nous parlons ici de la guerre. Vraiment. Nous parlons de l'Est. Je ne vois, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux dire. Je dirais que nous sommes en train de balbutier, nous sommes en train d'annoncer, nous sommes en train je dirais, d'essayer parce que nous ne savons rien faire. Là, c'est un groupe terroriste, plus de 3 mois. Alors, si un pays, nous avons 9 pays limitrophes, mais nous ne sommes pas en mesure de foudroyer les terroristes. Alors, tous les 9 pays qui restent, qui peuvent vraiment nous respecter? Très bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Alors, chacun doit placer un mot par rapport au mandat d'arrêt provisoire émis contre Vidi et Chimanga. Dans 1 minute, Peter Yambamba, vous avez la parole. Non, mais je devais parler parce qu'eux, ils ont parlé, moi, je n'ai pas parlé. Non, s'il vous plaît, vous avez parlé. 1 minute rapidement, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais déjà, vous l'avez présenté comme analyste politique, mais bon, de toute façon, on connaît les analystes politiques au Congo. Soit il est de l'opposition, soit il est de la majorité, mais en camouflage. On comprend déjà sa position. Mais c'est que je fustige que, en tant qu'analyste politique, on doit au moins donner des pistes et des solutions. Il ne faut pas juste venir avec des critiques qui n'engendrent rien. Si je dois parler sur l'arrestation de Vidi et Chimanga, déjà je salue cette culture, cet acte déjà des démissions. Vous savez que c'est pas dans la culture africaine, c'est pas dans la culture surtout congolaise de pouvoir démissionner et laisser place à la justice, de pouvoir faire son travail librement. Donc déjà, j'ai sali cet acte. C'est un acte louable parce que vous savez, il y a les Matata Pogno ici qui ne veut même pas laisser son fauteuil pour venir comparaître devant la justice. Très bien. Donc, déjà, ce sont des actes à louer. Et surtout qu'il faut rappeler que Matata Pogno, il est sénateur, hein. Il faut rappeler. Bon, le Matata Pogno a corrompu le sénateur pour qu'on n'enlève même pas ses immunités. Très bien, donc, il a ses immunités. Merci beaucoup. Non, mais ce n'est pas. Matata Pogno, c'est pas un exemple dans ce pays. Merci beaucoup, Peter. Je vais finir. Allez-y. Donc, vous saviez, maintenant qu'il est devant la justice, il est en mandat d'arrêt provisoire. Donc, c'est à son juge naturel de pouvoir, par un jugement définitif, de prouver sa culpabilité. Jusqu'à preuve du contraire, il a la présomption d'innocence. Est-ce que vous pensez qu'il a jeté de l'opprobre sur le chef de l'État? Parce que lorsque dans ses propos il dit moi les chefs, en tout cas vous ne pensez pas que c'est désacraliser même le pouvoir du président Félix Tshisekedi? Ben oui, il a désacralisé le pouvoir du chef de l'État, mais bon, vous savez que nous on a fait de l'État des droits un cheval de bataille. C'est pour ça que la justice même aujourd'hui est en train de poursuivre l'ami du chef de l'État. Donc vous voyez, c'est poursuivre la vie du chef de l'État. L'opposition dit que ce serait un discours comparable à celui de Caméré. Ce n'était pas faisable. Ce n'était pas faisable à l'époque, mais aujourd'hui, au moins, nous pouvons voir que l'état des droits est en marche. Très bien, merci beaucoup. Peter Yambamba, Daniel Kitege, en 1 minute, l'arrestation de Vidi et Chimanga, quelle lecture avez-vous? On ne parle pas de l'état des droits seulement lorsqu'on arrête Vidi et Chimanga. Vous vous rappelez que dans ce pays, on a arrêté Lobo à l'époque. Lobo, c'était aussi un conseiller du chef de l'État. Il a fait 1 mois en prison, puis il est parti. Il avait commis une infraction grave, en falsifiant la signature du chef de l'État. C'est gravissime, ça. Quand quelqu'un se permet de falsifier la signature du chef de l'État, c'est grave. Et moi, par rapport à ces feuilletons de Vidi et Chimanga, ça nous fait quand même comprendre, ou ça nous confirme les dires des Kaboun lorsqu'il parlait de juicières et l'argent qui quitte le pays pour aller dans les paradis fiscaux. Parce que en écoutant ce que Vidi Chimanga dit, il met à nu, il nous dit les chefs ne font pas d'affaires directement. Donc il montre en quelque sorte que le chef est un affairiste au sommet de l'État. Nous avons un affairiste au sommet de l'État, mais qui utilise ses conseillers pour faire des affaires. Moi, je n'entends absolument rien de cette affaire. Vous n'entendez absolument rien? Absolument rien, je vous le dis, parce que toutes les personnes qui ont été arrêtées de corruption,
détournements depuis que Tshisekedi est au pouvoir sont aujourd'hui libres. Merci. Partant de Lobo qui étaient les premiers, on prend Vital Kamerhe, on prend Eteni Longondo. Il est libre aussi. Donc toutes ces personnes-là sont d'ailleurs, tous ces gens sont d'ailleurs. Donc moi je n'attends absolument rien. C'est pour amadouer la population, c'est pour tromper la population en quelque sorte. Donc Vidier Manga, je sais que tu passes, c'est un week-end ou je sais pas, une vacance. Non, il est en prison. Il est en prison, il faut prendre ça sérieux, Daniel. Merci. Je crois un mois et puis il va être libéré. Merci beaucoup, Daniel. On est déjà habitué. Merci, Daniel. Des façades de M. Tshilombo. Merci beaucoup. Depuis qu'il est au pays. Merci beaucoup, Daniel Kitege. Paul Tshisekedi, vous avez la parole en 1 minute. Votre lecture par rapport à l'arrestation de Vidi Tshimanga qui déjà passe ses jours en prison centrale de Makala, un mandat d'arrêt provisoire émis contre lui. En tout cas, je tiens énormément à saluer le PGR ainsi que l'indépendance de la justice congolaise. L'indépendance de la justice. Indépendance. Voilà. L'état de droit, c'est ça aussi. Il faut avoir honte de dire ça. S'il vous plaît, Daniel, s'il vous plaît. Non, mais là, il m'a dérangé. S'il vous plaît, non, vous ne pouvez pas aussi répliquer de la sorte, s'il vous plaît. En tout cas, je suis très content. Vidi Tshimanga ne peut que subir les causes, ou soit les causes des actes qu'il a dû poser. Donc, je pense que non, la justice est là et la justice va s'en prendre de lui. Donc, il n'a qu'à subir, c'est ça. Il n'a pas été honnête, il n'a pas été... Après, il sera libéré. Il faut se dire ça. S'il vous plaît. On ne sera pas libéré, il va subir. S'il vous plaît, Daniel. S'il vous plaît, Daniel, vous dérangez l'émission. Nous sommes à la fin. Il a fait cette émission. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Moi, ça me dérange. Alors, Paul Tshisekedi, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que ça sera aussi le cas pour Vidi Tshimanga comme ça a été pour Vital Kamerhe? On se dit c'est un procès qu'on connaît la suite. Je ne crois pas. Vidi Tshimanga, on dirait, il va vraiment subir en prison, il va subir parce qu'il a commis vraiment de bévues non explicables en tout cas. Plus que Lobo qui a falsifié cette Merci beaucoup. S'il vous plaît, Daniel, nous sommes à la fin. Alors, au pouvoir, c'est grave. S'il vous plaît. Il faut élever ton sens. Merci beaucoup. Mais c'est ça, le sens élevé. Je vous ai connu, je vous ai connu élégant. C'est que nous sommes à la maison comprennent. Vous êtes secrétaire général de l'école des communicateurs. Je vais vous rappeler ça quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. Non, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Alors, Denis Koué, vous avez la parole. Vidi Tshimanga en prison, on craint que ce soit le même cas avec les différents procès qui se sont déroulés en République démocratique du Congo où on connaît il s'appelle comment, Vital Kamerhe, il était le directeur du cabinet, voilà, du chef de l'État qui était arrêté et puis enfin il a été libéré. On se dit, est-ce que ça sera aussi le cas pour Vidi Tshimanga qui est l'ex-conseiller du chef de l'État en matière stratégique? Ok, c'est bon, mais avant, je dois d'abord recadrer ce rapidement. a dit. Voilà, c'est aussi ça la raison. Il me parle d'analyste, je ne sais pas, je ne peux jamais venir ici sur le plateau pour venir encourager le chef de l'État ou le gouvernement, tandis qu'à l'Est, il y a de morts. Ce sont des Congolais, ils ont le vie comme nous. Vous comprenez? Je ne peux pas venir ici. L'intérêt premier d'État est d'assurer sa survie, sa puissance. Nous voulons à ce que la RDC puisse assurer sa puissance qu'on avait à l'époque de Mobutu. Parce que personne ne pouvait s'attaquer à la RDC. Les richesses de la RDC ne sont pas, je dirais, engendrées aujourd'hui. C'est depuis même à l'époque de Mobutu. Mais on n'a pas vu quelqu'un qui est venu ici en RDC pour créer de l'insécurité. C'est parce que l'État n'a pas vraiment son autonomie, n'a pas sa souveraineté. Parlons de Vidi Tshimanga. Je dirais ceci, mon frère Nathan. Lorsque vous devenez une grande personnalité, un président, un ministre, je vous conseillerais de ne pas prendre tes amis, tes camarades, justement par reconnaissance pour le mettre à côté de toi. Merci pour vous devez justement avoir, il faut vraiment scinder. Comme tu es mon ami Nathan, je ne te mettrai pas à côté de moi parce que tu es mon ami. Très bien. Tu dois me rassurer de ta méritocratie. Mais en ce qui concerne son MAP, son mandat d'arrêt provisoire, je dirais ceci. Nous commençons à craindre en RDC parce que c'est un film. Nous savons tous, ça commence par MAP, condamnation, la dégradation de la santé, après la liberté provisoire, et puis c'est tout. Donc, ça commence par un mandat d'arrêt. S'il vous plaît. Ça commence MAP, oui. Condamnation, dégradation de la santé, et puis liberté provisoire. Et c'est tout, nous savons. Et c'est tout. Alors, c'est quoi? Ce que je crains, s'il vous plaît, j'atterris, mon frère. Ce que je crains, c'est quoi?
En prison de Makala, si vous partez là-bas, il n'y a pas de détourneurs, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de gens qui... Ils ne sont pas là-bas. Ceux qui sont là, ce sont des voleurs, les gens qui ont des problèmes avec, qui ont enceinté, ainsi de suite. Je me demande, tous ces voleurs-là, Babel a raté. Je ne sais pas. Alors, moi, je ne sais pas. Lorsque le président de la République venait, j'avais espoir. Parce que lorsque moi, je serais président un vendeur de rêves. Boloko Ekotonda n'a pas détourné. Oh, donc toi également, tu as l'ambition de devenir président de la République. Je suis un Congolais. Très bien. J'ai joué de mes... Donc, Ekotonda n'a pas détourné. Ekotonda par les gens... Il y a des gens là qui sont en prison de Makala qui n'ont même pas un jugement. Ils sont là justement, mais le politicien et consort, nous savons. Alors, nous voulons que la justice puisse travailler dans toute son autonomie, parce que c'est la justice qui élève une nation. C'est pour cela que nous demandons au président de la République, à l'Assemblée, qu'il puisse y avoir un partage équitable du pouvoir. Le pouvoir doit être partagé. Il ne faut pas que la politique puisse peser sur la justice, parce que tout ce que nous voyons ici, c'est anormal. Comment un pays dont on détourne des millions, mais il n'y a aucun détourneur en prison. Si tu peux me citer un détourneur. Non, c'est pas à moi de citer. Non, un détourneur en prison. Merci. Un voleur de données publiques en prison. C'est pas à moi de citer. Merci d'ailleurs. Alors comment on peut encore croire à la justice de la République? Merci beaucoup à vous d'être venu et d'avoir répondu à cette invitation. Merci à Peter Yamba, il est de l'UDPS. Merci à Paul Tshisekedi, il est également de l'Union Sacrée, de l'UDPS. Merci à Daniel Kitenge, le secrétaire général de l'école de communicateurs. Merci à Denis Koué, il est analyste politique, bien que vous êtes venu en retard. Mais merci à vous d'avoir répondu à cette émission. Analyste politique proche. Très bien. Vous voulez dire de la vérité? Non, de la vérité. Merci. S'il y a à contredire, vous êtes là, vous pouvez contredire. Merci beaucoup à vous. La vérité, on ne discute pas devant une évidence. Très bien, merci beaucoup, Denis Koué. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir pour moi de présenter cette très belle émission qui reçoit de jeunes. Je l'ai dit toujours, ce sont de jeunes. Alors, c'est comme le directeur général de la Sotimo qui vient d'être nommé. Je félicite cet acte et surtout que c'est un jeune. Il a moins de 30 ans. C'est quelque chose d'important. Assistant à l'université. Les vieux n'ont rien fait, donnons chance. Et c'est pourquoi j'aimerais aussi, le jeune qui passe dans cette émission, que le chef de l'État puisse aussi lorgner ce jeune qui sont intelligents. Merci beaucoup. Merci. Alors, je disais que le chef de l'État puisse aussi voir cette émission parce qu'il y a des jeunes aussi intelligents qui passent ici. C'est pas important de nommer simplement parce qu'il est d'un parti politique. Il y a des jeunes aussi intelligents qui ont la soif de servir ce pays, qui peuvent aussi mieux faire par rapport à ces vieux qui détournent du matin au soir les deniers publics. Alors, l'émission est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain et ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Au revoir.